C'est l'heure du thé à la cannelle. Et on allume une bougie. Bon, je me pose. J'espère que tu vas bien. J'ai pris le True Black Tarot pour aujourd'hui. Et la sélénite. Pour la vidéo du jour, j'ai repris les questions, tu sais, que tu avais pu me poser dans la boîte à questions que j'ai mis à disposition. Si ça t'intéresse aussi, toi, d'avoir des réponses à tes questions, en général, la boîte à questions en question est dans le lien en dessous que je te mets en dessous de cette vidéo. Attends, je vais approcher l'ordi parce que j'ai pris toutes mes notes dessus, les notes des questions, etc. Donc en fait, ici, par rapport aux questions personnelles qui m'ont été prouvées, en fait, dans la boîte à questions, je te donne l'opportunité de répondre un petit peu à 3 champs de questions. Les questions citées en lancement ou en développement d'entreprise, comme ça, moi, je viens t'aider peut-être à trouver des réponses pour mieux développer ton entreprise, tout simplement. Il y a justement les questions d'ordre personnel. Tu vois, comment moi, est-ce que je réponds avec mon cœur, avec mon intuition, avec tout ce que j'ai acquis aussi en termes d'expérience, et avec le tarot si c'est nécessaire. Et le 3e champ de questions, c'est tout simplement si tu as des questions sur l'emploi du tarot. Là aussi, je suis prête à y répondre. Ça fera l'objet sans doute d'une vidéo assez prochainement parce que je commence à avoir pas mal de questions sur le sujet. Mais donc, comme je te dis, là, pour les questions personnelles, je me donne vraiment le droit de venir te répondre un peu comme je le souhaite, donc soit avec l'outil tarot, soit de façon à donner des conseils assez généraux et assez larges qui peuvent toucher beaucoup de monde si j'estime que ta question pouvait concerner beaucoup de monde. Vraiment, mon intention aussi, c'est que ces questions, les questions peut-être très personnelles que tu te poses, puissent aider les gens au sens large, tu vois, puissent aider le plus grand nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc je vais te donner notamment, tu vois, des idées de tirage, des idées de formulation, des idées de questions que tu peux te poser, des idées de perspectives que tu peux avoir par rapport à une situation donnée. Et je vais aussi pas mal, parce que ça je me le suis noté, te renvoyer vers d'autres vidéos où j'ai déjà traité une certaine question de façon beaucoup plus fouillée. Si tu vois que je tire les cartes pour une question donnée, que toi tu t'es plus ou moins reconnu dans la question, prends-le pour toi aussi. Je pose vraiment l'intention que même quand je fais un tirage de tarot, j'ai l'intention que ça parle au maximum de personnes qui sont dans une situation plus ou moins similaire. Après, si vraiment en ce moment tu te sens bloqué dans un endroit de ta vie, limité à pas savoir non plus où est ta prochaine étape, tu vois, moi je veux vraiment t'aider à voir ce qu'il y a sous ce blocage, sous ce questionnement, sous cette incapacité à voir plus loin, et je veux t'aider à te libérer justement de cette espèce de barrière que tu ne sembles pas pouvoir passer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place la possibilité de prendre des rendez-vous individuels avec moi qui s'appelle Tarot Call. Donc là aussi, je t'invite à aller voir au lien en dessous si ça t'intéresse. Parce que oui, je ne me suis même pas présentée, je m'appelle Margot RW, je suis psychopraticienne et tarologue, et du coup mon but c'est d'un petit peu m'adresser aux personnes qui sont en développement spirituel et de les aider à mettre peut-être plus de fluidité dans leur vie, peut-être plus d'abondance dans leur vie aussi, et en tout cas de plus se sentir autant perdu, autant limité, autant bloqué par la plupart du temps il s'agit honnêtement de choses qui viennent de leur enfance, qui viennent du transgénérationnel, qui viennent de leur traumatisme de vie, et on va aller voir ça un petit peu plus finement ensemble pour pouvoir passer au-delà. Première question dont je voulais parler, qui ne va peut-être pas t'intéresser directement, mais qui pour moi était une question mais tellement what the fuck, tu vois, que j'avais envie de consacrer une partie de ma vidéo à ça. Je te lis la question. Je vous avais demandé dans un mail auquel vous n'avez pas donné suite si vous seriez partante pour nos forces, je pense pour unir nos forces, afin de toucher le jackpot d'un jeu d'argent grâce à l'aide du tarot. Ceci avec l'idée ensuite de se partager la somme. Je tire 6 cartes endroit envers avec la dernière qui constitue une finalité, puis avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, parfois complétés par le tarot égyptien. L'argent fait en effet infiniment plus que de simplement contribuer au bonheur. Alors, excuse-moi si c'est toi qui as posé la question, je n'ai pas reçu de mail en ce sens, donc je pense qu'il y a quelque chose qui a dû bugger, ou alors qu'il y avait trop de fois le mot argent, jeu d'argent, jackpot, et que c'est passé directement dans les spams. Ça c'est tout à fait possible aussi, mais si j'ai pas donné suite à ton mail, honnêtement je l'ai pas vu passer. Et ensuite, très honnêtement, là il y a un problème pour moi de croyance déjà. Je ne crois pas
que le tarot puisse nous aider à gagner à des jeux d'argent. Je ne pense pas qu'on puisse trouver les numéros de la loterie avec le tarot ou avec n'importe quel système divinatoire. Enfin, je veux dire, de façon générale, les gagnants du jackpot disent toujours que c'est parce qu'ils ont joué les numéros de leur maman ou les numéros de leur téléphone ou un truc comme ça. En général, ce ne sont pas des voyants. Et je n'y crois vraiment, vraiment pas du tout. Donc là, il y a un gros problème de croyance. Deuxièmement, l'idée de faire un coup comme ça et ensuite de partager la somme avec une personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam, franchement, c'est trop spammy. Non. Je partage l'argent avec des partenaires, je partage pas l'argent comme ça avec une idée d'arnaque au jackpot. Enfin, c'est pas de l'arnaque, hein, mais c'est vraiment trop loin de mon système de valeurs et de mon système de croyances. Ensuite, je ne joue pas aux jeux d'argent en général et je ne suis pas très intéressée pour gagner un jackpot, vraiment. Je voulais juste vous poser la question à vous parce que c'est intéressant, tu vois, ces idées de « Oh mon Dieu, si je recevais, j'en sais rien, tu sais, des sommes très fortes, hein, genre 18 millions, qu'est-ce que j'en ferais ?» y a ce truc de « Punaise, tu serais tellement obligé de changer d'identité et de changer de vie que, tu vois, je comprends les gens qui gagnent cette somme et qui finalement disent rien et qui continuent à aller au boulot comme avant. » Parce que sinon, ça te force à un changement identitaire, un changement peut-être d'endroit, un changement de cercle, auquel moi, je ne suis pas prête. Et en fait, je pars aussi du principe que quand tu gagnes de l'argent par toi-même, tu vois, en gravissant des échelons, soit en termes de salaire, soit en termes de notoriété, etc., il y a quelque part ton énergie qui change aussi et tu as le temps de t'habituer quelque part aux sommes que tu gagnes, tandis que jackpot à 18 millions, c'est tellement soudain. Moi, je saurais pas quoi faire d'une énorme somme d'argent comme ça. Tu vois, je parle vraiment de grosses sommes, hein. Je parle pas du 3 000 € ou même de 10 ou 20 000 € qui ne vont pas profondément changer la vie parce que ça va pas permettre par exemple l'acquisition de quelque chose de très gros d'un seul coup. Mais voilà, moi c'est pas du tout un truc qui me fait trop rêver parce que je vois tout ce qu'il y a derrière cette idée de oh grosse voiture, oh gros voyage, oh grosse piscine. Je vois aussi cette espèce de vacuité qu'il peut y avoir à tout d'un coup, bah, tout ce à quoi tu rêvais, tout ce que tu pouvais désirer avoir, tout d'un coup tu l'as. Et couper quelqu'un de ses désirs comme ça et de son envie d'aller vers ses désirs, c'est limite mortel, tu vois. C'est limite la retraite avant l'heure, mais tu vois, la retraite où il peut plus rien se passer dans le terme de drive, de moteur. Tout d'un coup, te coupe ton moteur puisque tu as tout. Je n'ai pas, mais vraiment pas envie de ça, quoi. Mais ceci dit, moi, je veux bien, non, c'est toi qui vois, faisons une vidéo sur YouTube, montre aux gens comment trouver le jackpot avec les cartes de tarot ou ce que tu veux, ou fais-en même une formation en ligne. Par contre, là, je t'assure le succès, vraiment. Autre question. Bonjour, je m'appelle Kelly. Aurais-tu des conseils concernant les blessures émotionnelles, notamment celles de l'abandon? À voir avec le tarot également pour des idées de tirage. Merci. Merci pour ta question. Déjà, je vais te renvoyer, je vais te mettre une vidéo sous la vidéo là, qui va te renvoyer sur donc une vidéo que j'ai faite sur YouTube qui parle vraiment des blessures de l'âme. Je crois que ça s'appelle les 5 blessures et le tarot, un truc comme ça. Donc je reprends les concepts de Lise Bourbeau, parce que c'est de Lise Bourbeau qu'est née cette idée des 5 blessures de l'âme. Comme ça, tu vas pouvoir... Déjà, tu vois, j'ai fait des correspondances avec le tarot. Ça va vraiment aller peut-être plus en profondeur et ça va peut-être mieux répondre à ta question que ce que je vais faire là. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, toutes ces blessures-là, c'est pour ça que j'aime pas tellement cette catégorisation en 5 blessures, parce que pour moi, il y en a d'autres. Enfin, tu vois, c'est pas une carte Pokémon. Toutes ces blessures ont pour source finalement une seule blessure qui est la séparation ou la peur de la séparation. Et donc, je pense que pour apaiser ça en soi et le pratiquer, tu vois, de façon quotidienne, parce que ça va jamais se faire en une seule fois quand c'est quelque chose de très ancien, de très enfantin. Pour apaiser ça, je pense qu'il y a un retour au corps qui est vraiment nécessaire et du coup, c'est pas forcément le passage par le tarot qui va t'aider dans ce processus-là, parce que je pense que le tarot, par bien des aspects, s'adresse beaucoup trop à ta tête et moi, je veux que tu viennes vraiment plus ressentir ça peut-être au niveau corporel. Quand tu sens cette bouffée de la peur d'abandon qui arrive chez toi, souvent ça se manifeste vraiment au niveau intellectuel avec des pensées qui s'emballent. Mais si ces pensées s'emballent et deviennent très envahissantes et du coup font perdurer cette sensation de peur de l'abandon ou d'abandon,
C'est qu'au départ, il y a quelque chose qui a été un trigger, tu vois, un déclencheur dans ton environnement, une parole que quelqu'un a dite, quelque chose que tu as vu, qui a tout d'un coup enclenché un espèce de processus corporel. Et moi, je veux que tu identifies ça. Je veux déjà que tu identifies qu'est-ce qui déclenche, et ensuite d'arrêter le processus mental, tu vois, parce que le processus mental là se greffe sur la sensation corporelle qui est très enfantine pour le coup, enfin qui vient de l'enfance. J'aimerais que tu situes dans ton corps où se situe cette sensation de peur, où se situe la crispation, où se situe l'abandon. Est-ce que c'est dans tes pieds que ça coince? Est-ce que c'est ta gorge qui se serre? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que tu vois, est-ce que ça te fait mal à la tête? Définis où dans ton corps arrive cette sensation qui te met tellement mal à l'aise. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est de mettre tes mains sur cette zone corporelle et d'accepter de vivre cette émotion tellement forte et tellement désagréable à cet endroit de ton corps. Imaginons, ça t'arrive dans la gorge, ça te noue la gorge, j'en sais rien, ça peut être n'importe où, hein, ça peut être ton poignet, mais tu vas poser tes mains et juste tu vas, quelque part, tu vas câliner cet endroit-là parce que tu as le droit de ressentir toute l'angoisse du monde, tout l'abandon du monde, toute la peur du monde à cet endroit-là. Et juste va falloir digérer ça et juste reconnaître que ça existe à cet endroit-là. Le tarot peut être comme ça un biais d'échappatoire du style non, je ne veux pas ressentir ça parce que ça fait vraiment trop mal. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas tirer des cartes de tarot pour vite remonter dans la tête parce qu'il y a un truc rassurant à abandonner vite cette sensation qui est tellement lourde et désagréable. Donc en général, si tu prends le temps de reconnaître que ça existe, si tu prends le temps de câliner comme tu aurais câliné l'enfant que tu étais à l'époque, ça vient déjà, il est possible au fur et à mesure du temps que ça apaise cette sensation très forte. Après, si c'est trop intense et si c'est vraiment trop crispant et trop insécure pour toi, tu vois, de vraiment te cibler sur l'endroit où ça fait mal, prends un autre endroit de ton corps, choisis un autre endroit et tu te demandes où est-ce que dans mon corps, est-ce que c'est en sécurité, tu vois. Il se peut, si tu es vraiment mal à l'aise, qu'il n'y ait aucun endroit de ton corps où ça respire la sécurité. Mais dans ce cas-là, tu peux dire où est-ce que dans mon corps, c'est neutre. Tu vois, où il se passe rien de spécial, c'est pas chargé émotionnellement. Tiens, mon coude, il se passe rien dans mon coude en fait, tu vois. C'est complètement neutre, c'est ok. Je suis peut-être pas en sécurité parce que je suis pas en sécurité, mais c'est ok. Et du coup, tu vois, quand tu te concentres sur ta gorge qui fait mal, de temps en temps, tu abandonnes cette sensation de gorge qui fait mal et tu te concentres sur ton coude en disant ok, là, c'est ok, tout va bien, le coude est correct, il n'y a pas de douleur en tout cas. Et après, tu peux te permettre de revenir vers la gorge et tu vas te faire des allers-retours entre un point qui est neutre ou en sécurité et vers le point qui est beaucoup plus désagréable à ressentir. Ça va te permettre d'apprivoiser la sensation et de la reconnaître petit à petit de plus en plus. Et sur le coup, la sensation va pouvoir s'amenuiser un petit peu, mais au fur et à mesure que tu le fais, mais limite, ça peut être vraiment une pratique quotidienne, tu vois. Là, à ce moment-là, ça peut s'ancrer comme un automatisme de dire, ouais, quand je ressens l'abandon, en fait, je suis tout de suite là pour me consoler. Et du coup, petit à petit, ça a moins besoin de se manifester de façon, on va dire, bruyante dans ta vie. Ce que je voulais te dire, c'est que les émotions négatives, donc les sensations d'abandon, mais après toutes les blessures de l'âme, l'anxiété, tout ça, ce sont des émotions de peur de la séparation qu'on a vécue étant enfant, ou peut-être de vraie séparation qu'on a vécue étant enfant. Et donc, ça s'exprime avant tout par le corps, tu vois. Et à partir de cette sensation corporelle, cette crispation, ou cette douleur, ou je sais pas quoi, on enchaîne des pensées, il y a des pensées qui émergent, et ces pensées, quand on les entretient, et quand on y pense beaucoup, ça vient entretenir cette peur, cette anxiété, cet abandon, etc. Et ça, quelque part, on vient greffer des pensées sur ce malaise corporel, parce que ça donne une légitimité à ce malaise corporel. Du style, ah ouais, bah voilà, c'est ton conjoint qui en plus il est parti la dernière fois, et puis il m'a même pas dit bonjour, et puis il m'a parlé mal la dernière fois, et puis blablabla. Alors qu'en fait, le vrai sentiment d'abandon ne vient pas de ça. Le vrai sentiment d'abandon, il est bien plus ancien que ça, et on est en train de s'inventer un script actuel pour légitimer le fait qu'on se sente mal. Tu comprends le processus? Je voulais aussi te dire que cette panique ou cette douleur par rapport à une blessure ancienne, la plupart du temps, c'est vraiment de la peur ou de l'anxiété. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment abandonné, on n'est pas vraiment séparé, on n'est pas en train de mourir parce qu'on nous a abandonnés.
ce qui est en train de ressurgir en nous. On dit qu'on souffre d'abandon, alors que ce dont on souffre, c'est d'une résistance et en même temps d'une attirance pour cet abandon. Et qu'on est en pleine résistance parce que j'ai pas envie, j'ai très très peur, ça va pas du tout, puis en même temps, j'ai besoin de nourrir ce schéma-là, et tu vois, et c'est ça qui est hyper douloureux, parce que finalement, on ne vit plus vraiment d'abandon au sens où on l'a vécu quand on était petit. Et du coup, on se refuse à ressentir ça vraiment complètement. Tu vois, quand tu pleures à ce sujet, souvent c'est de pleurer de peur ou de pleurer de résistance. Et en même temps, on continue à attirer, sans le faire exprès, hein, je veux dire, c'est pas du tout un mouvement volontaire, on continue à attirer des situations dans notre vie où on va être abandonné ou où on va être menacé d'abandon parce que c'est une sensation d'enfance qui a besoin d'être revécue adulte pour être digérée. Mais on refuse de la voir et donc de la digérer. J'espère avoir répondu à ta question. Je pense que j'ai pas répondu. Je t'ai plutôt donné des pistes de réflexion et des pistes d'apaisement de soi. Il y a une autre question qui rejoint donc celle qui vient d'être posée par Kelly. Je te lis ça. Ça fait maintenant 7 ans que je fais des crises d'angoisse, que je suis angoissée de manière générale à cause d'une phobie, l'hémétophobie, qui au fil des années est devenue obsessionnelle et me prive de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me fait si peur dans ma phobie? Cela cache une peur du rejet, une autre peur profonde. Je suis consciente que cette phobie est ridicule et je n'arrive pas à comprendre ce qui me terrifie autant et comment m'en sortir malgré tous les moyens essayés. Merci vraiment pour ta question et merci aussi pour, tu vois, la vulnérabilité dont tu fais preuve parce que c'est pas facile de parler de ces sujets, surtout quand on se sent honteux ou ridicule de les vivre parce que effectivement, dans un sujet comme l'hémétophobie, tu vois, c'est la peur de vomir. Hein, voilà, je resitue le vocabulaire parce qu'on se rend bien compte intellectuellement que vomir c'est finalement pas si grave, quoi. C'est un événement de vie, ça arrive à des tas de gens et voilà, on n'en meurt pas, quoi. Et en même temps, on peut pas s'empêcher d'avoir cette peur-là et que ça nous paralyse complètement et que du coup on fuit certaines situations qui pourraient peut-être nous faire vomir ou qui pourraient peut-être nous amener à voir peut-être un jour quelqu'un qui vomit sous nos yeux. Mon Dieu, quelle horreur. La première chose que je veux te dire, c'est que, mais je pense que tu le sais, que je pense que cette question de phobie hyper enracinée, c'est hors de mon champ de compétences, ou en tout cas c'est hors de mon champ de compétences pour des questions comme ça qui sont répondues en ligne. Tu as besoin d'un travail plus profond là-dessus, et je pense que tu le sais. Je sais que tu sais que le problème de la phobie en général, c'est qu'il y a une grosse dissociation entre ce qu'on sait raisonnablement, c'est ce que j'ai dit, et ce qu'on ressent malgré tout comme peur. L'autre gros problème aussi, c'est que je sais que ce sont des phobies qui sont particulières, enfin surtout quand tu parles d'hémétophobie ou de la peur du sang, ce genre de choses, qui sont extrêmement difficiles à soigner, parce que la personne se dit, mais si je guéris de mon hémétophobie, ça veut dire potentiellement que je peux revomir, et du coup je refuse de me soigner de mon hémétophobie, justement parce que je ne veux pas repartir dans un truc où, étant malade, peut-être qu'un jour je peux à nouveau vomir. Je dis à nouveau parce que je pars du principe que ça t'est déjà arrivé de vomir. Hein. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que reprends l'astuce que j'ai donnée juste pour la question précédente de quand la sensation d'angoisse, de panique, de peur, ça dépend comment tu l'appelles, naît, de panique, remarque quel est le trigger, tu vas remarquer qu'est-ce qui fait déclencheur, et ensuite situe ça sur ton corps et prends la mesure de la sensation, tu vois, câline cette sensation, reconnais cette sensation, câline cette sensation, enfin cet endroit de ton corps en tout cas. Parce que ce que j'ai donné comme astuce auparavant sont également valables dans le cas de phobie, même si tu as moins la... Tu vois, je trouve que la peur de l'abandon, c'est plus facile peut-être à cibler parce qu'on sait bien que c'est une cause émotionnelle et on la rattache assez facilement à quelque chose qui s'est passé durant l'enfance, tandis que l'hémétophobie peut être beaucoup plus flou dans la mesure où ça c'est masqué, ça semble a priori moins émotionnel. Mais même, tu vois, hors moment de panique, hors moment de vraie phobie activée, tu vois, je t'invite à vraiment te faire une routine quotidienne de prendre assez régulièrement, je sais pas, 2-3 fois dans ta journée, des temps de pause à te dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps, où est-ce que ça fait peur en ce moment, où est-ce que ça panique en ce moment éventuellement, où est-ce que ça fait mal en ce moment, et du coup, s'il y a des sensations, des fois tu sentiras rien parce que je suppose qu'il y a des situations où tu n'es juste pas du tout dans des sensations de peur ou de panique, mais si ça arrive, d'embrasser cette sensation, même les plus petites, tu vois,
et du coup de materner ça chez toi, parce que ça te met dans une perspective déjà de reconnaître qu'il y a de la peur, qu'il y a de la souffrance, et que c'est pas juste un truc ridicule et honteux dont il faut vite vite se débarrasser, parce que franchement c'est trop la honte d'avoir une peur pour un truc qui fait même pas peur. Je vais quand même te tirer 2 cartes qui seront plus des pistes de réflexion que des réponses, d'accord? Là, je vais pas pouvoir te dire, ah voilà, c'était parce que ta grand-mère bidule, d'accord? Mais ceci dit, je te donne une piste pour savoir d'où vient cette hémétophobie, donc cette peur de vomir. Quel est le fil que tu dois tirer pour savoir d'où ça vient? C'est plutôt ça que je veux te faire voir. Et quel est le fil que tu dois tirer pour avoir des pistes pour guérir? On y va, Miss. Alors, je veux une piste pour que tu aies le pourquoi qui se cache derrière, et une piste pour également entamer un processus de guérison. Alors la piste du pourquoi, qui est une piste du pourquoi, hein. Je redis bien que je ne suis pas en train de te donner la réponse à tous tes problèmes, hein. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire un tirage de tarot là-dessus et que je le laisse très très restreint. C'est un 2 de coupe. 2 de coupe, qui est une carte de réciprocité, qui est une carte d'amour. Je pense surtout, là je suis vraiment partie sur des blessures d'enfance, tu vois. Je pense à de l'amour maternel ou de figure parentale qui a été là et qui n'est plus là. Alors, je ne sais pas si c'est qui a été là, tu vois, à certains moments, notamment de ton histoire de maladie, comme on en a tous étant gosse, tu vois, et qui tout d'un coup n'est plus là, et du coup, tu as envie, pas envie de revivre ces situations de vomissement, ou alors c'était les situations où tu t'es retrouvé, peut-être d'autres situations de maladie, ou des situations qui n'ont pas été de la maladie, tu vois, qui ont été... pour le coup, peut-être une situation d'abandon, mais où l'abandon s'est manifesté en forte envie de vomir, et où les personnes n'ont pas été là pour apaiser ça chez toi. Il y a un truc de lien dans l'amour qui s'est défait ou qui s'est pas fait alors que tu en aurais eu besoin. Moi, je veux que tu te mettes à chercher en fait à quel moment tu as manqué d'amour, ou à quel moment, peut-être que tu as manqué d'amour en général autour d'un événement traumatisant, enfin que tu as perçu comme traumatisant. Tu vois, c'est pas forcément la faute de ta maman. Peut-être qu'elle était, j'en sais rien, en train d'accoucher d'un 3e enfant, alors que toi, tu vivais très mal le truc et qu'elle ne pouvait pas être là pour toi. Mais tu vois, c'est pas sa faute. Ou alors te demander où est-ce que ton besoin d'amour en général n'a pas été comblé. Et la piste pour justement entamer un chemin de guérison, ah c'est marrant, c'est Anant. Et en fait, cette carte, c'est dans le True Black Tarot, c'est une carte en plus des arcanes majeures. C'est celle qui vient compléter la fin des arcanes majeures. Et en fait, ça représente un fœtus entouré de l'Ouroboros. C'est comme une forme de renaissance à soi, tu vois. Excuse-moi, mais j'irais carrément me pencher sur des trucs de qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais dans le ventre de ta mère, ou qu'est-ce qui s'est passé au moment de ta naissance. J'irais, si tu peux trouver des praticiens qui pratiquent le rebirth, ou qui pratiquent l'hypnose vraiment régressive, tu vois, à des stades utérins, j'irai chercher là-dessus. J'irai vers ce type de praticien pour m'aider à désamorcer ce type de phobie. Pour toi, hein. Et pour les autres qui nous regardent aussi, qui sont également animés de phobie, parce que j'ai posé l'intention au départ que ça puisse parler au monde, donc je pense que vous êtes concernés si vous regardez cette vidéo. En tout cas, je te remercie pour cette question et de te dévoiler à ce point. Merci. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions qui renvoient à la même chose. Donc, je vais te lire les 3 questions là qui m'ont été posées, qui parlent, pour moi, grosso modo de la même problématique. Donc, première question. Bonjour Margot, comment retrouver un but à ma vie? Je ressens un vide existentiel. J'ai trouvé ma voie, mais quelque chose manque. Merci. Ok, merci. Deuxième question. Comment puis-je savoir quel est mon don ou ma mission de vie? Merci à toi aussi. Et troisième question, c'est Coralie qui me dit « Je me rends compte depuis un moment que le rythme de travail qui me conviendrait correspond à l'entrepreneuriat et à travailler depuis chez soi. Mais je ne sais pas dans quel domaine me diriger ni comment faire. J'adore le tarot, mais en faire mon métier, je ne sais pas. » Ok. En fait, le point commun que je vois à ces questions, c'est l'idée qu'il y a une mission de vie qui vous attend, qui n'attend que vous, ou une idée de passion que vous allez devoir découvrir et qu'au moment où vous l'aurez découvert, eh ben, tout ira beaucoup mieux dans votre vie. Et là, tu sais ce qui va venir, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? Je trouve ça très dangereux et que c'est très dommageable en général actuellement avec ces idées de mission de vie et tout ça. Il y a une idée véhiculée qui dit que quand on a trouvé
sa passion, quand on a trouvé son but dans l'existence, ou ça peut être avec des êtres humains, tu vois que ça marche, quand on a trouvé l'âme sœur ou la meilleure amie possible, tout est réglé et on va être super peinard et on aura enfin trouvé notre autoroute à nous et du coup, tout sera beaucoup plus facile. Et c'est fucking très faux ça. Les personnes qui ont une passion et qui l'exploitent au cours de leur vie, tu vois, type les grands chefs pâtissiers ou les grands footballeurs, honnêtement, c'est hyper rare. Je n'ai discuté avec aucune personne dans ce cas-là, donc je ne sais pas exactement à quel point c'est vrai ce truc de « Oh, j'ai découvert ma passion et après je l'exploite, après c'est trop génial ». On ne connaît pas, enfin moi je ne connais pas vraiment l'histoire de ces gens-là et je ne pense pas que c'est le rêve comme on l'imagine. Je vais aussi vous renvoyer vers une vidéo qui est sur ma chaîne que j'ai écrit sur l'inspiration du livre de Cal Newport, So Good They Can't Ignore You. C'est tellement bon qu'on ne peut pas passer à côté de toi, on ne peut pas t'ignorer. Parce que je te donne les 4 clés d'une carrière réussie. Donc là aussi, je te mets le lien en dessous. Je crois que ça s'appelle les 4 clés d'une carrière réussie. Je suis pas sûre de moi, tu trouveras le lien. Mais je t'invite vraiment à la regarder parce que ça va vraiment te donner des bonnes pistes professionnelles et peut-être des pistes passionnées, tu vois. Mais en fait, j'aimerais vraiment que tu saches que la passion, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à toi, que tu vas prendre et que tu vas intégrer et qui va rendre ta vie plus belle. C'est un état intérieur, la passion. Ce que je veux dire, c'est pas tout d'un coup, tu vas être au contact d'une compagnie de danse, tu vas danser un petit peu, tu devais te dire « Ah, voilà, c'est la danse, élément extérieur à soi, qui me fait vibrer. Donc la danse est ma passion et du coup, je fais une carrière de danseuse. » Tu vois, c'est plutôt le truc de cultiver un certain état intérieur quand on fait des choses, et des fois des choses anodines, hein, et c'est de là que naît la passion. Et finalement, notre passion, notre goût, notre envie, notre flow va se greffer sur une ou plusieurs activités, mais c'est quelque chose qui peut se cultiver. Et du coup, moi, j'ai envie que tu te mettes déjà à remarquer à quel moment s'éveille ce sens de la passion ou du flow ou de l'envie ou du rire, tu vois, chez toi. Alors, c'est pas forcément du rire, hein. Chez moi, ça se manifeste pas par le rire, mais chez toi, ça peut l'être. Mais en gros, le truc, c'est de faire ce qui te fait le plus vibrer. Et des fois, enfin la plupart du temps, c'est pas professionnel au départ. C'est effectivement faire des tirages de tarot, c'est aller rigoler avec ses amis pendant une soirée, c'est des fois, c'est en faisant le ménage, en s'éclatant sur la musique qu'on écoute en même temps. Des fois, c'est, tu vois, peut-être que, j'en sais rien, t'es secrétaire dans un collège et tu dois trier tous les papiers et tu remarques que tu le fais super bien et tu le fais de plus en plus vite et t'es super dans le flow et c'est super génial. Mais tu vois, on peut pas dire, tu vas jamais écrire quelque part que trier les papiers et les classer par ordre alphabétique, passion de ma vie, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas le manifester. Mais n'empêche que moi, je veux que tu ailles contacter chez toi ce sens du flow, ce sens de la passion, ce sens de l'immersion, là où c'est pour l'instant, et développer ça. Parce que quand tu vas saisir où est cette petite étincelle en toi, qui, franchement, qui contamine tout, hein, parce que quand on est là-dedans, c'est tout notre être qui est comme possédé, et peu importe ce qu'on fait, hein, comme j'ai dit, je t'ai donné des idées de tâches qui, a priori, pourraient être d'ailleurs assez ingrates, mais en fait, ça nous porte une fois qu'on y est. Ce sentiment d'être heureux naît du fait d'être complètement absorbé dans ce qu'on fait. Complètement, tu vas ne pas être dissocié entre ma tête pense à quelque chose et mes mains ou mon esprit cartésien est en train de faire autre chose. Ok ? C'est pour ça aussi que une des tâches où on est vraiment absorbé dans ce qu'on fait la plupart du temps, c'est le fait de faire l'amour, par exemple. C'est pour ça que ça nous met dans un état qui est de bonheur particulier, parce qu'il est très dur de faire l'amour en pensant vraiment diamétralement à autre chose que le fait de faire l'amour. Quand tu en as eu envie, quand c'est un acte volontaire, etc., évidemment. Et en fait, notre douleur de vivre, notre douleur dans l'existence, ce sentiment de perte de sens, naît du fait qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on est en train de faire, qui peut être, tu vois, même un truc intéressant, même un tirage de tarot, même être en train de parler à notre meilleur ami, tu vois, quelque chose qui est censé susciter tout notre intérêt et toute notre capacité de passion et de flow. Donc, qu'il y a un décalage entre ce qu'on est en train de faire à ce moment-là et ce qui est en train de se passer dans notre esprit. Où est-ce qu'on est parti en fait en esprit. Plus ce décalage-là est grand et fréquent, et plus on a un sentiment de perte de sens dans notre propre vie. Et moi, je te propose vraiment, avant toute chose, avant de définir le métier passion que tu veux faire, de réconcilier ces deux pôles, tu vois, le faire et là où est notre esprit, en te mettant à fond
dans ce que tu fais au moment où tu le fais, quelle que soit la tâche, d'accord? Sans essayer d'en faire une mission de vie. Quand je te dis faire le ménage en mettant de la musique à fond, c'est pas une mission de vie, on est bien d'accord. Mais je veux que tu retrouves ce sens de la passion et ce sens du flow, parce que c'est avant tout de ça que naîtra une forme de sens dans ta vie. Et la passion, elle se transférera quelque part d'elle-même sur un champ d'activité, même si au départ, c'est pas forcément une passion. Et pour les personnes qui cherchent vraiment la mission de vie en termes de métier, il faut bien se dire que ça n'existe pas un métier qui ne soit fait que de passion. Il y a des choses qui sont chiantes, vraiment qui sont chiantes. Et du coup, l'autre erreur, je trouve, qui est faite, c'est de penser que la passion, c'est, enfin, exercer une passion en tant que métier ou en tant que loisir qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ça veut dire, quand on fait sa passion, ça veut dire tout est parfait, il n'y a plus de souffrance et il y a uniquement de la fluidité. Ça aussi, c'est archi faux. Le but, c'est de ne pas aller, quand on cherche une passion, c'est pas le truc de chercher de la fluidité, hein. Ça marche pas comme ça. C'est souvent pas là où on est fluide. Je veux dire, tu peux être parfaitement fluide pour faire la vaisselle, et pourtant, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, mais alors vraiment pas ta passion. La passion ou un but dans l'existence ou quelque chose qu'on veut accomplir, qui nous remplirait émotionnellement et qui remplirait beaucoup du sens qu'on veut mettre dans notre vie, c'est quelque part trouver une raison valable d'avoir mal sur le chemin. Parce que c'est souvent des chemins qui sont compliqués en fait. Et il faut être prêt à affronter en fait ce type de difficulté. Et pour pouvoir affronter ce type de difficulté, effectivement, mieux vaut être dans cet état d'hyper-présence et d'hyper-passion. Ça rend les choses plus faciles, effectivement. Mais c'est pas pour ça que tout sera facile et tout sera sans aucun obstacle en fait. Je sais que j'ai pas répondu là aussi, mais je pense t'avoir donné de bonnes pistes, en tout cas une bonne nouvelle perspective qui est de trouver l'état de flow et d'arrêter de chercher la passion en termes d'activité. Une question de Marie. Coucou Marie. Je ne sais plus où j'en suis professionnellement. Je suis artiste depuis 15 ans, mais j'ai également d'autres passions comme le tarot, très important, faire des savons, et je voudrais mieux gagner ma vie. Je ne sais pas ce que je dois développer ni comment me positionner par rapport à toutes ces directions possibles. Merci. Merci à toi. Tu vois que la question, c'est grosso modo la même qu'avant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fil conducteur que tu as choisi, c'est tu cherches ta passion ou tu cherches des centres d'intérêt forts, tu vois, et tu attends que ça se révèle, tu vois, et que quelque part, tu attends de trouver la bonne idée qui pourra t'emmener loin et qui coïncidera aussi avec j'ai envie de faire ça toute ma vie et qui coïncidera aussi avec ça fait des sous, en tout cas des sous qui te permettent de vivre de façon complètement confortable. Moi, ce que je te propose plutôt, mais là aussi je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le fait d'avoir une carrière épanouissante, je te propose de t'immerger dans une tâche dans laquelle tu vas devenir super, super, super compétente et de développer aussi les savoirs associés pour pouvoir mettre en valeur cette compétence. Tu vois, par exemple, tu deviens super, super compétente à faire les savons les meilleurs du monde, mais il va falloir peut-être que tu développes en parallèle la capacité à développer un réseau, à communiquer en ligne, etc. Parce qu'il y a d'autres trucs associés à l'artisanat ou au commerce. Si ta volonté, c'est de gagner de l'argent, parce que peut-être qu'en ce moment, financièrement parlant, tu te sens handicapé et que c'est peut-être ça qui est principalement à débloquer pour toi ces temps-ci, et que c'est pas le truc de « oh mon Dieu, mais que vais-je faire dans ma vie ?» tu vois. Je pense que si ta volonté, c'est de gagner de l'argent pour le moment, tu dois aussi axer ton travail en conséquence de ce désir de gain financier. C'est-à-dire te poser clairement la question « comment gagner de l'argent ?» Combien d'argent est-ce que c'est suffisant pour moi en ce moment? Quelles prestations est-ce que je propose qui peuvent ramener de l'argent? Quelles sont celles qui visiblement ne marchent pas même si elles me plaisent? Quelles sont celles qui marchent? Et une fois que ça a l'air relativement défini, tu peux te poser la question, où sont les clients pour ce genre de prestations ou de services ou de produits, tu vois? Et comment aller leur proposer mes services ou produits là où ils sont. Où sont ces clients? Où est-ce qu'ils vont en ligne? Où est-ce qu'ils vont dans la vraie vie? Quels endroits est-ce qu'ils fréquentent? Quels sont leurs autres centres d'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Va y avoir toute une réflexion qui est menée par quel est l'argent que je veux faire et comment aller chercher cet argent? Avec quel produit? Auprès de quelle clientèle? J'ai l'impression que le fait de chercher la passion et le truc qui va enfin marcher tout d'un coup, c'est un truc qui évite de se poser les vraies questions.
et de faire le boulot en commençant par le truc qui n'est pas forcément le plus passionnant, mais qu'on sait qu'on va devoir développer quand même parce que sinon le reste ne peut pas fonctionner. Donc, reviens à ce que tu veux de façon prioritaire et pose-toi les bonnes questions à ce sujet-là, quitte à ce que ça t'amène dans une voie qui, d'emblée, ne soit pas forcément la plus réjouissante, tu vois. Parce qu'il y a des capacités que tu vas devoir maîtriser, que tu ne maîtrises pas peut-être à l'heure actuelle. C'est OK pour toi? Merci pour ta question également. Ensuite, j'ai une question de Anthony. Anthony me dit « Cela fait des mois que je cherche un moyen de faire garder mon bébé de 4 mois. Je n'ai eu aucune réponse positive. Comment puis-je remédier à cette situation? Quelle solution se présente à moi ?» Franchement, c'est une question, mais genre, on me l'a jamais posée celle-là. Tu vois, je trouvais que c'était très personnel. Merci de me l'avoir posée d'ailleurs. Et j'étais devant le truc, je me suis dit, mais comment je vais répondre à sa question? Et je me suis dit, je vais répondre à ta question en te montrant comment je fais pour créer ton propre tirage de tarot. D'accord? En fait, moi, ce que je propose de faire au tout départ, c'est tu prends une feuille de papier de brouillonce, voilà, papier de brouillonce, et tu vas te mettre à écrire, tu vas te mettre à décrire ta situation, voilà, ton bébé a tel âge, dans ton quartier, il n'y a peut-être pas beaucoup d'assistantes maternelles, ou peut-être qu'elles sont toutes prises, il n'y a pas de crèche, et puis de toute façon, ça c'est trop cher, et puis la CAF machin, enfin, tu fais tout le processus de la situation dans laquelle tu es, et dans ton processus de réflexion, tu poses toutes les questions que tu te poses en ce moment, c'est-à-dire où est-ce que je peux trouver, par exemple, la meilleure assistante maternelle possible, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de mon enfant à moi? Ça peut être des questions aussi, tu vois, qui peuvent te paraître bêtes, pas rationnelles, tu vois, pas dans le style le chemin pour trouver normalement un moyen de garde pour son enfant. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être rejetée dès que j'ai un refus d'une assistante maternelle? Tu vois, tu peux te poser des questions pratiques et des questions aussi plus de l'ordre du ressenti. Donc, tu te poses toutes ces questions-là, et au fur et à mesure, quand tu as toutes ces questions, tu remarques que toutes ces questions-là, imagine, tu as 4 questions du style où sont les meilleures assistantes maternelles que je peux trouver? Où se situe la perle rare? Est-ce que c'est bien le bon moment de faire garder mon enfant, ou est-ce que en fait il y a ce truc de est-ce que notre enfant serait pas mieux de rester chez nous et du coup ma compagne et moi, je sais pas si t'as une compagne d'ailleurs, on ferait mieux de trouver autre chose pour pouvoir garder notre enfant chez nous. Autre question, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on rejette mon enfant? Quatrième question, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on me rejette moi? C'est des questions qui sont possibles pour toi, tu vois. Et en fait, ces 4 questions que je viens de poser, ça fait une carte par question. Donc ça fait un tirage de tarot à 4 cartes. Donc moi, je te propose vraiment là-dessus, parce que, tu vois, j'ai l'impression que j'en sais pas assez, honnêtement, sur ta situation actuelle. Je sais pas exactement ce qui coince. Je sais pas si c'est parce que par exemple, tu vis en Irlande sur un petit talus avec que des brebis autour, et du coup, il n'y a juste pas d'assistante maternelle, tu vois. Ou alors c'est parce que tu as l'impression, tu vis au contraire dans une zone parisienne avec une très très forte densité de population, toutes les crèches sont blindées, toi tu voulais trouver maintenant, mais du coup les places elles sont ouvertes en septembre, et du coup tout le monde est blindé, et du coup tu n'arrives pas à trouver. Ou alors peut-être que effectivement ton enfant est victime d'un mini handicap, et que du coup tu trouves pas les personnes adéquates pour garder ton enfant. Ou alors peut-être qu'à chaque fois que vous trouvez une bonne assistante maternelle, c'est la prise de tête entre ta femme et toi, parce que ton compte fait, elle n'est pas tout à fait d'accord avec tes choix, et toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec les siens. Tu vois, je ne sais pas où est le nœud chez toi qui fait que vous ne pouvez pas mettre votre enfant en garde. Donc, je te recommande très vivement de faire avant tout ton propre tirage de tarot. Et moi, je vais te tirer 2 cartes en plus, parce que je veux savoir quelle est la question qui se pose sous le problème « j'arrive pas à faire garder mon bébé de 5 mois ». Parce que, en fait, je pars du principe que la plupart du temps, quand vous me posez une question, c'est pas que vous êtes en train de mentir. Vous mentez jamais. Je pars du principe vraiment que personne ne ment jamais, mais que y a un nœud sous la question que vous ne voulez pas forcément révéler. Imagine, je te donne une question tout à fait différente. Si la personne était en train de me demander « Ah, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver l'amour ?» La question qu'il y a en dessous, ou la peur qu'il y a en dessous, c'est « Mais est-ce que je vais pas finir toute seule ?» Tu vois, alors que la personne, elle a 25 ans et qu'elle a encore de nombreuses années à vivre. Mais n'empêche que c'est quand même la question qui l'anime de « Bah, c'est fichu, maintenant je vais sans doute terminer toute seule. Je vais savoir si je vais terminer toute seule ou non. » Ok. Donc, je veux voir pour toi le problème ou le nœud ou la question qui se cache en dessous de... Je vais garder celle-là. Quelle est la question donc sous ton problème, ou le nœud sous ton problème? Je n'arrive pas à faire garder mon bébé
de 5 mois. J'avais envie de tirer 2 cartes à ce sujet et on va voir ce que ça donne. Première carte, c'est le magicien, cher monsieur Anthony. Tu sais que si tu donnes ton enfant en garde, tu vas pas pouvoir tout contrôler. Parce que pour moi, c'est un truc là, de vouloir être un peu omniscient, omnipotent et omniprésent et de vraiment tout maîtriser et de tout savoir. Je sais que tu y tiens à ton bébé, mais si tu veux vraiment le mettre en garde, va falloir que tu lâches du lest sur le fait que tu ne vas pas pouvoir maîtriser tout ce que ton bébé fait dans la journée, toutes les personnes qu'il va croiser dans la journée. Et c'est super chaud hein, pour un jeune parent. Hein. Je suis maman aussi et c'est chaud de ne pas pouvoir maîtriser toutes les choses mal notamment qui peuvent arriver à notre enfant, ou peut-être que tu as des principes d'éducation, tu vois, que tu as déjà prédéfinis et que tu ne trouves pas de personnes qui appliquent à la lettre les mêmes principes d'éducation que toi. C'est peut-être pas si grave. Tu sais, ton enfant, il va de toute façon être confronté à des systèmes éducatifs complètement différents que celui que tu lui proposes. Et en fait, il saura faire la part des choses, il saura. Tous les enfants savent que c'est comme ça chez papa et maman, et chez mémé, ben c'est pas pareil. Ou à l'école, ben c'est pas pareil. Tu vois, ils savent s'adapter à d'autres systèmes et ils comprennent bien qu'il y a d'autres systèmes. Mais il y a déjà ce truc de la question sous la question, c'est comment est-ce que je peux mettre mon enfant en garde tout en gardant la maîtrise ou de son emploi du temps ou du mode éducatif. Et l'autre question sous la question, c'est un 9. C'est un 9 de coupe qui est pas mal une carte, tu vois, de se sentir comblé, de sentir son... Il y a une idée de bonheur, je trouve, dans le 9 de coupe. Bonheur au sens confort du terme. Il y a ce truc de on était si bien ensemble, est-ce qu'on va pouvoir casser ce truc? Est-ce que je ne vais pas tout casser si finalement cet enfant se retrouve en garde? Je pense que les circonstances vous forcent à mettre cet enfant en garde, mais que fondamentalement ce que vous aimeriez, c'est rester dans votre cocon. Et tant que tu n'auras pas réglé ça à l'intérieur de toi, accepter que peut-être qu'effectivement ce cocon va éclater, ou accepter que ton enfant va être confronté à, tu vois, à un manque de maîtrise de ta part et à d'autres modes éducatifs. Tant que tu n'as pas accepté ça, je pense que ce sera quasiment impossible de trouver le bon système pour ton enfant. Si tu as accepté ça, je pense que le système idéal va se dessiner. Ou alors peut-être que vous allez renoncer à trouver un mode de garde et autre chose va se présenter que tu vois que de mettre ton enfant en crèche par exemple. C'est les pistes que j'avais pour toi en tout cas et pour les autres personnes qui sont dans ce cas et qui nous regardent. Merci pour ta question. Il y avait 2 autres questions que je voulais donner en exemple qui sont des questions là aussi honnêtement où je n'en sais pas assez et du coup que j'ai du mal à utiliser pour que ce soit le plus utile possible au plus grand nombre de personnes. Je te donne les 2 questions. Une question de Mathilde. Je vous remercie d'ailleurs toutes les 2 pour votre question. Mathilde, la question c'est « Que puis-je mettre en place pour mon projet bébé s'il te plaît ?» Et la question de Anna, et je te remercie aussi, c'est « Quel est mon avenir amoureux avec Michael ?» Je vous explique pourquoi il m'est compliqué de répondre à cette question et que là aussi, je vais vous renvoyer vers la confection pour vous d'un tirage de tarot. En fait, j'hésite toujours à faire des tirages de tarot trop larges comme ça, tu vois, où j'en sais honnêtement pas assez pour donner une idée précise. Parce que je vais tirer des cartes qui vont représenter des tendances, qui vont représenter des énergies, mais je ne vais pas pouvoir rattacher ces cartes à quelque chose de concret. Et du coup, il y a peu de chances que ça vous parle de façon pertinente. Et que ça parle aux gens qui me regardent d'ailleurs de façon générale, de façon pertinente. Tu vois, pour le projet de bébé, je ne sais pas si le projet bébé est amorcé ou non, ou si on se trouve dans un parcours FIV, ou s'il y a un papa ou s'il n'y a pas de papa présent dans le paysage. Tout ça, ça va vraiment jouer sur ma façon d'orienter la question et de poser l'intention pour un tirage. Pour toi qui veux savoir ton avenir amoureux avec Michael, je ne sais pas si Michael est un ex, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui tu es en couple, je ne sais pas si c'est juste quelqu'un qui t'attire. Bref, ce que je veux te dire ici, c'est que sans contexte, j'ai pas envie de faire un tirage qui soit un peu vaseux parce que ça manquera de perspectives concrètes pour vous. Donc, moi, par contre, j'ai des indications pour vous si vous voulez vous faire un tirage de tarot et c'est valable pour toutes les personnes comme ça, des questions un petit peu qui manquent de contexte à poser. Déjà, il va falloir que tu sois au clair sur où tu en es. Ma question c'est, si tu devais décrire ta situation en 2 phrases, ce serait quoi ? Souvent, si on n'est pas clair d'emblée avec les autres, et vous ne l'êtes pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas complètement au clair pour vous-même. Ensuite, une fois que vous avez réussi à décrire de façon concise et claire votre situation,
vous pouvez peut-être formuler ce que vous voulez, mais précisément. Par exemple, pour la question dans le champ amoureux, ce qui peut se révéler quand tu essayes de définir ce que tu veux, c'est que premier élan, c'est que tu dis « Ah, mais moi je veux être avec cet homme-là », mais en fait, assez rapidement, si tu l'écris, tu te rends compte que en fait, pas tant que ça. Tu n'as pas tant que ça envie d'être maqué avec lui, parce que peut-être que tu as peur de ce que vont dire les autres, peut-être que tu n'as pas envie que tes enfants vivent avec cet homme, etc. Tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui vont passer avant le fait de vouloir vivre avec cet homme-là. Et ça, j'ai besoin que tu l'explicites. Si vous aviez une question, par exemple, en développement de votre entreprise, effectivement, souvent, dans ce que vous voulez, peut révéler une certaine duplicité chez vous, dans le sens où vous avez le désir d'être vu par des clients parce que vous voulez, des clients tout simplement parce que c'est ça qui va nourrir votre entreprise, mais en même temps, vous avez ce désir de vous montrer le moins possible. Donc là, j'ai envie que tu te forces un petit peu à être au clair sur ce qui serait l'idéal pour toi. Par exemple, peut-être que l'idéal, ce serait de fréquenter cet homme-là, d'avoir une relation en mode petit ami, mais qu'en fait, il n'y ait pas d'installation à deux pour de vrai et pas de vie commune avec les enfants en commun, etc. Ou peut-être que toi, ce que tu attends, c'est juste d'avoir un enfant de cet homme-là, mais en fait, vie commune sur 25 ans, ça t'intéresse pas tant que ça. Tu vois, qu'est-ce qui est l'idéal pour toi? Et ensuite, j'aimerais que tu vois autre chose. Donc, je t'ai dit, être au clair sur ta situation, être au clair sur ce que tu veux. Ce qui est, en soi, ça peut faire un tirage de tarot, tout ça. Et ensuite, voir ce qui est possible réellement pour toi. Je veux dire, il va falloir arrêter de rêver à des choses hors de portée et revenir vraiment à un champ des possibles que tu puisses maîtriser. Tu vois, pour ce désir d'enfant, par exemple, s'il s'agit de faire une adoption en France en moins d'1 an, je pense honnêtement pas que ce soit dans le domaine des possibles, étant donné les conditions d'adoption actuelles sur le sol français. Ok? Donc il y a des choses comme ça où si on prend un peu de recul et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, pour que j'arrête de fantasmer et que je sois plus dans des choses concrètes et des actions concrètes à mettre en place, il y a à se poser la question du champ des possibles. Et pour ça, pour cette idée d'explorer le champ des possibles, tu peux te tirer une ou plusieurs cartes. D'accord? En fait, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que je peux maîtriser et qu'est-ce que je peux faire. Et ensuite, tu peux aussi tirer plusieurs cartes pour établir un plan d'action. Tu vois, tu te tires des cartes qui vont représenter vraiment je dois faire ça. Je vais tirer à l'envers. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Imaginons, on tire 3 cartes sur le sujet. Ou alors, tu peux envisager, si tu fais plus un tirage de tarot divinatoire, envisager les étapes à venir, du type il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. D'accord? Mais tout ça, tu peux en faire un tirage de tarot, hein, effectivement. Tu peux tirer une carte qui te dit honnêtement quelle est ma situation, comment est-ce qu'on peut dresser un portrait clair de la situation. Deuxième carte, ce serait de quoi j'ai envie précisément. L'idéal pour moi, ce serait quoi? Ensuite, qu'est-ce qui est réellement possible pour moi dans le monde concret et sur quoi je puisse avoir de la maîtrise. Et ensuite, soit par exemple 3 cartes pour un plan d'action ou 3 cartes pour envisager les étapes à venir si tu fais plus de la divination. J'espère que ça te va, j'espère que ça te permettra d'aller plus loin et de réfléchir de façon plus concrète et plus rebondissante, j'ai envie de dire. Tu vois, que ça te permette de trouver des idées qui te permettent de rebondir. La dernière question que j'ai sélectionnée, je te la lis. Est-ce que je dois encore travailler sur cette relation avant de pouvoir lâcher prise? Déjà, je vais te renvoyer vers une autre vidéo que j'ai faite sur le lâcher prise qui s'appelle « Pourquoi le lâcher prise ne marche pas ?» Je te mets le lien en dessous et je t'invite vraiment à aller la voir. Parce que, en fait, pour moi, l'intention de lâcher prise est une intention impossible. Et c'est pour ça que j'ai fait toute une vidéo à ce sujet et que je t'amène à remplacer peut-être cette intention de lâcher prise par un autre type d'intention, parce que honnêtement, l'intention de lâcher prise ne fonctionne pas. Quand on décide de lâcher prise sur quelque chose, on se retrouve finalement encore plus en train d'y penser non-stop. Ça ne marche pas. Visiblement, ici, si je lis ta question, est-ce que je dois encore travailler sur cette relation avant de pouvoir lâcher prise? Tu es en train de réfléchir à une situation qui te travaille, tu aimerais t'arrêter d'y penser, mais ça ne te semble pas vraiment possible à l'heure actuelle, ok? J'aimerais déjà que tu prennes en compte juste qu'il y a une perspective de... Si jamais, par exemple, tu as vécu une rupture, il y a une perspective de temps à laisser passer et peut-être un deuil de relation à digérer
Il y a des fois juste des processus de temps à laisser faire, tu vois. Donc il y a un réalisme du fait de, tu vois, quand on a vécu une rupture, ça peut être quelque chose de très difficile, on a peut-être vraiment du chagrin à laisser passer, et c'est juste un processus qui demande du temps et peu à peu de retourner vers les autres activités qu'on avait avant sans cette personne dans notre vie. Mais après, moi, les questions que je t'invite à te poser, parce que ça va être ça, je vais t'inviter à te poser des questions qui vont peut-être être plus porteurs et qui peuvent donner lieu pour toi à des tirages de tarot, c'est comment vivre avec ce poids de la rupture? Ou comment vivre sans Sébastien, je ne sais pas comment il s'appelle, tu vois. Ou qu'est-ce que j'ai besoin d'autoriser à présent dans ma vie, sachant que je suis sans le prénom. Ok? Ou quel est l'état que je veux atteindre ou qu'est-ce que je veux ressentir à présent. Ça va être plus facile de tourner ces questions-là plutôt que de te demander si tu dois lâcher prise et de comment faire pour lâcher prise. Moi, j'ai envie de te tirer 3 cartes pour maintenant, là où tu en es. Et je ne sais pas si tu dois lâcher prise ou non, franchement, je m'en fiche parce que la question n'est pas de lâcher prise, qui vont être pour toi ce que tu as besoin d'autoriser dans ta vie. À quoi tu dois à nouveau t'ouvrir? Qu'est-ce que tu peux à nouveau permettre dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu dois juste permettre? Tu vois, il peut s'agir vraiment du chagrin, par exemple. Qu'est-ce que tu dois autoriser dans ta vie qui va te permettre peu à peu, tu vois, d'aller vers autre chose? Tout simplement d'aller vers autre chose. Qu'est-ce que tu peux permettre actuellement? Qu'est-ce que tu as besoin de permettre dans ta vie actuellement? La première carte, c'est un 2 d'épée. Pour moi, c'est des fois le 2 d'épée, ça peut être une question de choix, mais on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il n'y a aucune solution qui est valable et tout. Mais ça peut être aussi, tu vois, des limites assez fermes et un non qui est posé, quelque chose d'un peu froid. Dans ton cas, je te dirais, tu as le droit d'être en colère et de dire non à cette personne. Vu la carte que je tire, j'ai peur que ce soit une personne qui te trimballe peut-être encore un peu, tu vois, un coup il vient, un coup il récupère des affaires, un coup il sait pas. T'as le droit de poser des limites pour toi. Si t'as besoin de t'autoriser quelque chose, t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non aussi aux personnes qui te demandent comment est-ce qu'il va au fait. T'as le droit de les envoyer bouler, tu vois. T'as le droit de mettre des limites en place qui sont saines pour toi et qui te permettent toi de te sentir mieux. Même si sur le moment, c'est pas forcément facile à poser ou à dire. La deuxième carte, c'est un 6 de coupe qui évoque souvent un temps d'enfance. Tu vois, il y a des bonbons et des origamis là sur la carte. Ça m'évoque le fait d'avoir le droit de faire des choses légères et des choses stupides et de te divertir avec des choses que peut-être autrement tu ne t'autorises pas. Effectivement, te divertir avec, tu vois, une ambiance de fête foraine, te divertir en dansant comme une cinglée, te divertir en mangeant des bonbons. Tu as le droit tu vois, de mettre en place des exutoires émotionnels, on va dire, des choses qui font du bien, même si en fin de compte, c'est pas forcément le truc le plus bon pour la santé, par exemple, tu vois. Si jamais tu as besoin de ressortir avec des potes et de te murger la gueule une bonne fois pour toutes, bah, c'est peut-être pas si grave si tu as besoin de le faire à ce moment-là. Tu vois, il y a une espèce d'autorisation à être idiote. Et que c'est ok, tu vois. De temps en temps, on en a besoin. Et la troisième chose que tu as besoin de t'autoriser, c'est les amants. C'est marrant ça. Tu vois, si cet homme revient vers toi de temps en temps et que c'est juste pour faire l'amour, c'est peut-être ok pour toi. Peut-être que tu as le droit d'avoir le droit encore de penser à lui, tout simplement. Et ensuite, tu as peut-être le droit encore, je pense surtout au sexe, hein, avec lui. C'est une possibilité, que c'est pas si grave si vous avez décidé par exemple de ne plus vivre ensemble et de plus avoir d'avenir commun, mais que de temps en temps, bah, vous vous retrouvez et c'est juste, tu vois, c'est du chill câlin ou du chill sexuel. Personne va te regarder et personne va t'en empêcher. À toi de voir si c'est ok pour toi, si c'est safe pour toi. Mais il y a ce truc de t'as encore le droit d'être amoureuse si c'est le cas aussi. D'accord? Même si ça fait mal, mais personne peut. Par exemple, s'il y a une rupture, si c'est vraiment ça, s'il y a une rupture, personne peut t'interdire tout d'un coup d'être amoureuse. Je veux dire, ça marche pas comme ça, d'accord? T'as le droit encore de ressentir ça. T'as même encore le droit de le trouver génial si c'est ça. Ça fait partie aussi du processus de deuil, de se dire que c'était quelque chose de beau qui est parti. Et que tu as encore droit au contact avec lui si c'est ça qui te fait du bien. C'est à toi de définir si ça te fait du bien ou pas sur la journée ou sur le long terme. Et j'en ai fini avec ces questions plus perso. Si tu as d'autres questions, toi, personnelles à poser, la boîte à questions est toujours disponible, elle est toujours ouverte, donc tu la trouveras dans les liens que j'ai mis en dessous.
Si les vidéos dont je t'ai parlé t'intéressent, là aussi tu les trouves tout en dessous. Si prendre un rendez-vous directement avec moi t'intéresse et t'attire, tu peux aller voir le lien en dessous. Il y aura un long descriptif qui te dit exactement dans quoi tu t'engages. Donc tu verras si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Mais en tout cas, je t'accueillerai avec vraiment plaisir. Et j'arrête là-dessus. Je te souhaite une merveilleuse journée et le tarot peut changer ta vie. Ciao.